Je suis vraiment heureux qu'on puisse lancer ce forum aujourd'hui, donc ce troisième forum du GIS, Moyen-Orient et monde musulman, au-delà des frontières, avec comme sous-titre la recherche française et la fabrique régionale des savoirs au Maghreb, au Moyen-Orient et en Asie centrale. Alors, ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec ces forums, donc je voudrais simplement rappeler que cette manifestation donc, a été organisée principalement par le groupement d'intérêt scientifique Moyen-Orient et monde musulman, qui est donc une structure qui fédère et qui rassemble 25 universités, organismes de recherche français, qui a été créée en 2013 par le CNRS pour structurer, fédérer l'ensemble des laboratoires qui travaillent en France sur le Maghreb, le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'ensemble des mondes affectés ou concernés par l'islam. Donc ça représente aujourd'hui 45 laboratoires français, 45 laboratoires et centres de recherche qui pour la plupart donc, sont situés en France métropolitaine, mais qui inclut également donc, ce qu'on appelle les UMIFRE, les unités mixtes et instituts français de recherche à l'étranger. Ce groupement d'intérêt scientifique, donc, depuis 2013, mène un certain nombre d'actions récurrentes. Donc, tous les 2 ans, nous organisons un congrès international des recherches sur le Moyen-Orient et le Maghreb et les mondes musulmans. Et en alternance, normalement, avec les congrès, donc tous les 2 ans, nous organisons également un forum qui porte sur une thématique plus spécifique sur lesquelles donc, les laboratoires souhaitent réfléchir avec d'autres interlocuteurs qui peuvent être des pouvoirs publics, des collègues étrangers ou d'autres types de structures. Et donc, nous avons déjà organisé donc, 2 forums en 2016 et 2018, et ce troisième forum se situe dans la prolongation de ces premiers temps de rencontres qui ont été des moments importants pour notre communauté de recherche. En 2016, autour des questions de l'enseignement des mondes musulmans et de l'islam dans les universités, dans les écoles, dans les collèges et les lycées, qui avaient rassemblé donc, près de 200 personnes à Lyon. Il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, fin 2018, c'était à Aix-en-Provence que nous nous retrouvions pour ce forum appelé donc, « Écrire les mondes arabes et musulmans du XXIe siècle », consacré aux nouvelles formes d'écriture de la recherche, et en particulier à l'usage du numérique, de la vidéo, du blog, pour la diffusion et la transmission des recherches. Alors, il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas fermé son micro. Voilà. Et c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons donc, pour ce troisième forum, au-delà des frontières. Alors, pourquoi le choix de ce forum? Eh bien, il vient à la suite donc, de tout un travail qui a été engagé, de tout un travail collectif qui a été engagé au sein du GIS depuis 2017, dans le cadre des 3 chantiers prioritaires menés par le GIS, avec en particulier un premier chantier concernant donc, l'internationalisation de la recherche française avec le Maghreb, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, un deuxième consacré à la relance de l'islamologie et un troisième à la transition numérique. Donc, sur ces 2 chantiers, nous avons eu largement l'occasion déjà de nous retrouver au cours des mois précédents. Il s'agit voilà, de deux grands travaux qui continueront de nous mobiliser. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc sur ce 3e chantier que nous avons appelé donc l'internationalisation de la recherche française. Alors, comment est-ce que nous avons mené ce chantier depuis 2017? La question qui se posait était la question de l'internationalisation, c'est-à-dire de la façon dont la recherche française, une recherche qui est souvent désignée comme relativement fermée sur elle-même, notamment en raison de ce choix principal en sciences humaines et sociales, choix d'usage de la langue française, même si les choses ont beaucoup évolué. Mais donc, cette question de l'internationalisation est une question qui est souvent posée par nos universités, par nos organismes de recherche, comme un impératif, comme une priorité pour nos chercheurs. Cette question, nous l'avons abordée dans le cadre de nos travaux collectifs du GIS,
en repartant donc d'une première question assez classique, je dirais, qui est celle de nos héritages, inscrits dans la convention de fondation du GIS en 2013, sous la forme de cet impératif, décloisonner les divisions, les subdivisions héritées de l'ère coloniale et postcoloniale entre l'Occident et l'Orient musulman, entre Maghreb, Proche-Orient, entre monde turc et monde iranien. Au-delà de cette question, qui reste une question bien entendu essentielle et disons un horizon important pour nos milieux de recherche, il y avait bien sûr une actualité, et il continue d'y avoir bien sûr une actualité importante des crises, des conflits dans la région qui imposaient une réflexion d'ampleur sur la façon de faire de la recherche aujourd'hui au Maghreb, au Moyen-Orient, en temps de crise. Et c'est donc dans un premier temps, en 2017, 2018, 2019, dans cette direction-là que nous avons commencé un certain nombre de travaux portant sur les conditions notamment de mobilité, à la fois le soutien à la mobilité, les conditions concrètes, les questions de sécurité aussi, qui sont des questions récurrentes, mais également plus largement la façon dont le rapport au terrain pris dans leur sens le plus large, ont pu être modifiés dans le cadre de cette actualité douloureuse, dramatique de la région. Alors, dans ce cadre-là, nous avons donc mis en place un groupe de travail qui s'est réuni à plusieurs reprises avec notamment des collègues du ministère des Affaires étrangères, de la Fondation Maison des sciences de l'homme, différents collègues aussi du MIFRE en 2018, lancé une enquête auprès de près d'une centaine de chercheurs, mené des entretiens avec différents responsables des instituts dans la région et mis en place également une enquête plus approfondie sur les mobilités dans les différents instituts de la région entre 2010 et 2020, avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur qui nous a permis, dans le cadre de son plan sciences humaines et sociales, de mener cette enquête entre fin 2019 et 2020. Mais l'ensemble des résultats de ces travaux, qui devaient porter principalement sur ces questions de mobilité, de rapport au terrain, ont été bien sûr bouleversés par la survenue de la pandémie, qui a fait que nous avons pour l'instant laissé de côté donc, la conclusion de ces travaux en attendant d'y voir un peu plus clair sur la façon dont les mobilités plus fluides pourront reprendre dans les mois ou dans les années qui viennent. Alors, la question qui nous retiendra ici principalement, c'est donc cette question du Maghreb, du Moyen-Orient et de l'Asie centrale comme des lieux d'internationalisation de la recherche française. C'est-à-dire non pas abordés comme des lieux d'études ou comme des terrains, mais plutôt comme des lieux où se façonne, avec d'autres lieux bien sûr, une recherche plus internationale, plus décloisonnée, une recherche qui est menée à la fois avec des chercheurs des pays dans lesquels nous menons nos études, mais aussi avec des chercheurs venus de tous les pays du monde, à commencer par les pays voisins de l'Europe, mais aussi de toute autre région du monde. Et c'est donc dans cette perspective que, grâce au travail notamment de Marielle Morin, qui est donc responsable des relations internationales pour le GIS Moyen-Orient et monde musulman, mais aussi pour les GIS Asie et études africaines. Donc, grâce au travail remarquable de Marielle, nous avons pu réunir un certain nombre de données qui se trouvent dans ce cahier du GIS numéro 1 que Élise va vous présenter dans quelques instants, portant donc sur les centres de recherche américains, européens, au Maghreb, au Moyen-Orient et en Asie centrale, réunissant donc un certain nombre de données actualisées dans la mesure du possible pour essayer de mieux percevoir quelle pourrait être la place de nos centres de recherche français dans ce monde de la recherche plus internationalisée qui est devenue cette recherche du XXIe siècle. Et c'est autour de ces questions, de ces lieux d'internationalisation, que cette première journée du forum sera donc organisée avec cette première table ronde modérée par Olivier Boin, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de participer et d'apporter son propre regard à partir notamment du réseau des instituts d'études avancées, qui est un autre lieu d'internationalisation très important aujourd'hui. Donc son regard sur ces instituts européens au Moyen-Orient,
en croisant les regards de différents collègues, dont je salue aussi la présence. Et ce sera donc avec cette première table ronde que nous ouvrirons cette discussion sur ces lieux d'internationalisation que sont ces différents centres de recherche à l'étranger. Puis, dans une deuxième table ronde, nous nous poserons plutôt la question de la façon dont les différents centres, dans les différentes régions et pays où ils se trouvent, arrivent à travailler ensemble aujourd'hui, avec un certain nombre de réalisations concrètes qui sont évoquées dans cette table ronde numéro 2. Et enfin, on abordera, ce sera le dernier temps de la journée, donc une réflexion sur la circulation des savoirs entre Europe et Moyen-Orient à l'âge numérique, avec en particulier la question des traductions et des éditions entre les différentes langues de la région. Et puis cette journée sera conclue donc, par 3 représentants donc de nos tutelles et de nos partenaires essentiels sur cette réflexion. Stéphanie Salha donc pour le ministère des Affaires étrangères, la direction générale de la mondialisation qui chapeaute donc le réseau des UMIFRE. François-Joseph Rougiou pour l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS et Delphine Pagès-El-Karoui pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, je souhaite que l'on puisse avoir aujourd'hui donc, des réflexions qui seront non seulement des réflexions qui nous permettront de mieux comprendre où nous en sommes, mais aussi de tracer des perspectives pour l'avenir. Et c'est en partant de ces perspectives que nous aurons la semaine prochaine et la semaine qui suit 3 autres tables rondes qui compléteront ce forum en repartant donc des perspectives régionales. La semaine prochaine, donc mardi prochain, sur le Proche-Orient, la péninsule arabique et l'Égypte et le Soudan. Et puis le mardi d'après, donc sur le Maghreb, les mondes turcs et iraniens. Merci à toutes et tous. Merci également donc, à ceux qui nous ont aidés à préparer ce forum. Cyrielle Michino, secrétaire du GIS, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Mehdi Sakatni, postdoctorant, qui nous a également beaucoup aidés. Élise Massicard, donc, directrice adjointe du GIS, qui donc, a pris en charge plus particulièrement ce chantier du GIS sur l'internationalisation et à qui je laisse maintenant la parole pour la présentation donc de ce cahier du GIS numéro 1. Merci beaucoup Eric. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e édition, 3e forum du GIS. Je suis très heureuse que vous soyez là et d'avoir l'occasion aujourd'hui d'ouvrir avec Eric ce forum consacré à la recherche française et la fabrique régionale des savoirs au Maghreb, au Moyen-Orient et en Asie centrale. Je vais rapidement présenter ce cahier du GIS dont a parlé Eric et qu'il a déjà un petit peu introduit. Voilà. Donc, je crois qu'en fait, on est parti dans ce chantier sur l'internationalisation d'un constat qui avait été fait en 2014 dans le livre blanc rédigé par Catherine Maillard-Jaouen, livre blanc des études françaises sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans, et qui avait pour but principal de mettre en lumière les points forts, les faiblesses et les perspectives de la recherche française dans ce domaine. Et il pointait notamment un risque de décrochage international de la recherche française qui avait longtemps excellé dans les études arts réels. Pourquoi la recherche française avait-elle longtemps excellé dans les études arts réels? En raison de la présence de chercheurs et d'universitaires avec une connaissance fine des contextes d'études, une connaissance qui était forgée lors de contacts approfondis avec les sociétés et les terrains et qui a été vraiment à l'origine de cette spécificité. Et institutionnellement, c'était porté notamment par ces instituts de recherche français dont a parlé Eric, qui forment un réseau ancien, un réseau dense que beaucoup de partenaires et collègues étrangers nous ont longtemps envié, et qui a participé à la formation des jeunes chercheurs, mais aussi au travail de terrain tout au long des carrières, à la connaissance approfondie des régions et à la formation et au maintien de nombreux contacts avec des collègues sur place et donc à de nombreux échanges.
Et il y a une spécificité par rapport à la zone qui nous occupe aujourd'hui. La zone Maghreb, Moyen-Orient, Asie centrale est en effet celle qui montre la plus grande densité de ces instituts pour des raisons historiques. Donc la réflexion, elle commençait sur la centralité de ces instituts par rapport à la situation de possible décrochage de la recherche française sur la zone. Et nous avons à cet égard identifié en fait 2 défis majeurs qui sont un petit peu le point de départ du cahier. Alors évidemment, j'ai mis les défis, pardon. Premier défi, l'adaptation de ce réseau des instituts français à l'étranger aux crises multiples que traverse la région et qu'a rappelé Éric, donc je ne vais pas m'étendre. La première, c'est la crise des mobilités liée à Covid, évidemment, mais aussi plus largement concernant la région qui nous occupe aujourd'hui, situation de conflit, de guerre, de crise politique qui font que les mobilités ont été rendues beaucoup plus difficiles et qui ont également modifié la manière de travailler, les possibilités de terrain, qui ont entraîné aussi la fermeture de plusieurs centres, donc vraiment qui ont des effets importants sur la recherche au niveau de la reconfiguration des thèmes de recherche, de manière de travailler. Et donc ces situations de crise, en même temps, rendent pourtant la connaissance des sociétés plus précieuse que jamais pour maintenir aussi les contacts et continuer à former des savoirs localement ancrés. Second défi, le repositionnement des UMIFRE peut-être dans un contexte académique mondial marqué par une grande internationalisation dont a parlé également Éric, avec l'affirmation de plus en plus importante des logiques partenariales à tous les niveaux, de la recherche sur contrat, la croissance importante des mobilités au niveau des chercheurs, une forte internationalisation des carrières. Et tout ça pouvant aussi apparaître comme des formes de dépassement de manière de faire la recherche qui peuvent être considérées également comme néocoloniales. Donc les questions qu'on s'est posées, c'est finalement dans quelle mesure le réseau des UMIFRE, qui a été façonné dans un contexte bilatéral, dans un contexte ancien, ce réseau est-il équipé pour trouver une place dans ce nouveau paysage internationalisé ? Et dans quelle mesure faut-il repenser ou est-il utile de repenser certaines modalités de fonctionnement par rapport à ce contexte changeant. Et finalement, nous avons donc voulu aborder cette question en faisant un pas de côté dans ce cahier, un pas de côté qui consistait à placer l'évolution de ce réseau des instituts français à l'étranger dans une perspective internationale plus large, lié tout simplement au fait qu'il y a beaucoup d'autres instituts et institutions qui font de la recherche sur la région. On s'est centré dans le cahier sur les instituts et on va dire institutions de recherche américains, anglais et allemands qui sont les réseaux les plus importants, mais il y en a d'autres. Simplement, on avait des forces limitées. Il y a aussi des instituts suédois, par exemple, ou néerlandais. Et donc, on s'est posé la question comment repenser l'action des UMIFRE dans ce contexte-là. Donc, l'idée, c'est de présenter un petit peu quels sont ces collègues, ces partenaires qu'on connaît parfois mal, comment fonctionnent-ils. Donc, on a vraiment organisé la réflexion de manière il s'agit vraiment de présenter de manière synthétique. Donc, la première partie est consacrée aux institutions américaines, la seconde aux britanniques et la troisième aux institutions allemandes. Et on a pris en compte toutes les institutions, on a essayé, toutes les institutions actives dans la recherche en SHS, c'est-à-dire des centres de recherche, mais pas seulement, aussi des implantations universitaires, aussi des fondations privées. Et donc, vous voyez, donc là, je pense que c'est peut-être pas très lisible sur un petit écran, mais on a fait une cartographie assez complète de ces différentes institutions. Donc, l'objectif, c'est de montrer aussi cette diversité de modes d'intervention et d'action qui nous paraît un élément très important du paysage actuel. Donc, il s'agit à la fois de mettre en exergue certaines tendances globales, mais aussi des spécificités de certaines institutions ou manières de faire. Et donc, c'est une réflexion un petit peu comparative qui a un objectif prospectif, qui réfléchit un petit peu aux atouts, aux potentiels, mais aussi des différentes manières de faire et aussi aux possibles coopérations ou convergences qu'on peut trouver. Donc, il s'agit de réfléchir à l'avenir des UMIFRE dans ce paysage. Donc, nous avons fait en fait quelques propositions à la fin du cahier avec l'idée que ce sont des propositions à discuter, c'est totalement ouvert, pour adapter ou pour
changer certaines... pour adapter des manières de faire par rapport au contexte administratif et scientifique français, bien sûr, mais aussi à ce contexte international en pleine mutation. Alors, les propositions que nous avons à la fin, c'est donc la première, il y en a 3. La première, il s'agit de renforcer les fonctions mutualisées au service des instituts de recherche, avec l'idée qu'on pourrait, comme le font un certain nombre de collègues britanniques en particulier, mettre en place un vrai pôle métropolitain d'appui aux instituts de recherche à l'étranger qui rassemblerait certaines fonctions mutualisées. C'est une mutualisation qui existe déjà au sein du réseau des UMIFRE dans le domaine de la communication, mais qui pourrait être renforcée peut-être ou étendue au domaine, par exemple, de la veille sur les appels à projets ou sur les financements partenariaux, au domaine peut-être aussi de l'édition et du soutien à la transition numérique, ou encore de la valorisation des ressources documentaires. La seconde piste, il s'agirait de développer un programme de contrats postdoctoraux fléchés à destination des UMIFRE parce qu'on s'est rendu compte qu'une des spécificités des instituts français à l'étranger, c'est un peu l'absence ou la faiblesse, on va dire, de ce niveau postdoctoral. Format postdoctoral qui est pourtant très important à l'international. Alors, ce n'est pas vraiment une spécificité des UMIFRE dans la mesure où dans le système français, en général, il y a assez peu de postdoctorats. Mais pourquoi pas tenter de développer ce niveau-là au niveau des UMIFRE, justement, parce que des mobilités au niveau postdoc pourraient être utiles à la fois pour les carrières des jeunes chercheurs, mais aussi pour les instituts dans leur fonction d'accompagnement à la formation, à la recherche en particulier, et de maintien de réseau. Donc, il nous a semblé que ça pouvait être une piste à explorer. Troisième piste, favoriser la structuration de programmes de recherche pluriannuels régionaux qui associent différents types d'acteurs. Donc, bien sûr, instituts de recherche à l'étranger, mais pas seulement, universités, centres de recherche métropolitains et partenaires locaux, puisque c'est aussi un des points que fait ressortir cette comparaison internationale, c'est la difficulté du réseau français à se structurer autour de quelques priorités de recherche fortes et pluriannuelles. Et là, il est évident que les UMIFRE sont aussi là, et d'abord là pour accueillir des personnels académiques qui sont de passage, et avec leurs intérêts de recherche qui sont divers et variés, qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans des contrats ou dans des axes pluriannuels, mais pourtant, la structuration de tels axes pluriannuels pourrait être importante au niveau de la visibilité des instituts et justement d'une mission peut-être de structuration et d'organisation de la recherche. Et ça permettrait de faire émerger plus facilement des propositions en réponse aux appels à projets européens et nationaux et surtout de renforcer l'insertion de ces instituts dans des partenariats à différentes échelles. Donc, ce sont des pistes que nous avons dégagées qui restent à discuter entre nous aujourd'hui. Le cahier est une première version en fait de travail que nous avons soumis à nos intervenants de ce matin, mais que vous pouvez aussi obtenir en écrivant à Cyrielle Michino, dont j'ai indiqué l'adresse sur le PowerPoint, pour pouvoir le consulter et également enrichir par vos réflexions et vos ajouts, si vous voulez également les transmettre à Cyrielle Michino, puisque nous publierons ce cahier une fois les apports de la discussion d'aujourd'hui et des contributions ultérieures intégrées. Donc, on est plutôt dans une forme d'élaboration collective d'un document de réflexion et de travail. Donc, ce premier cahier du GIS constitue donc le premier jalon d'une série, puisque un autre cahier est en préparation sur les publications et les traductions depuis et vers les langues du Moyen-Orient et qui sera l'objet aussi de la table ronde numéro 3 cet après-midi, et d'autres sont aussi en gestation dans nos esprits, dont nous vous parlerons peut-être bientôt. Donc, merci pour votre participation, pour votre écoute, et sans plus tarder, nous allons ouvrir la première table ronde consacrée aux instituts européens Moyen-Orient, état des lieux et perspectives, modérée donc par Olivier Boin, et dont je remercie tous les participants pour leur présence et pour leur contribution. Merci à tous.